bienvenue à cette rencontre spéciale polar avec vous, Claire Favin, pour Le Roi du Silence. Vous, Olivier Tournu, fraîchement vainqueur du prix du Quai des Orfèvres 2025. Et vous, Sonia Desjong, pour Noir comme... Oui. Oui. Alors, qu'est-ce que ça fait ? Ah bah je suis très très heureux, voilà. Et c'est mon premier salon, c'est la première fois que je dédicace avec du public, donc voilà. Tout est premier pour moi ici, aujourd'hui. Votre premier roman aussi. Et c'est mon premier roman, tout à fait. Voilà. Super. Et puis avec Noir comme l'orage de vous, Sonia Desjong, bonsoir, bonjour. Bonsoir. Une première petite question à tous les trois. Est-ce que vous pouvez nous dire chacun comment vous est venue cette idée de roman que vous avez eue, s'il vous plaît ? Je t'en prie. Les idées, en fait, ça vient différemment selon les livres. Hein. Il y en a certains qui viennent en un bloc, d'autres qui viennent sur un personnage, d'autres qui viennent sur une scène. C'est vraiment des sujets, enfin voilà, donc indifféremment, ça peut être des tas de sources qui font qu'une idée les idées s'enchaînent pour faire un roman entier, en fait. Alors moi, la première scène de post-mortem, c'est la seule que j'avais à l'esprit. Donc voilà, donc je voulais effectivement débuter par un corps mutilé et un tableau. Le reste est venu après. C'est charmant, effectivement. Alors pour ma part, dans Noir comme l'orage, puisque j'aime traiter de thématiques vraiment particulières dans mes romans, soit environnementales, psychologiques autour de la mort, etc. Eh bien, l'orage m'a fascinée depuis toujours. Comme les thrillers sont des sortes de contes horrifiques, eh bien de tels éléments également reliés quand même à la mythologie grecque entre autres, eh bien voilà, j'ai eu envie de plonger dans les orages, mais pas seulement l'événement naturel, on va dire, mais dans les orages intérieurs, et avec la foudre comme arme du crime. Lorsque l'on lit vos romans, on ressent une certaine peur. Donc il y a un suspense qui est certain, mais surtout une forme de peur. Comment vous le mettez en œuvre ? Alors moi, pour générer les sentiments en fait que le lecteur doit recevoir, d'après moi, de ce que je veux provoquer, j'ai tendance à à provoquer chez moi le sentiment quand je veux le marquer sur le papier, en fait. Donc c'est un peu se mettre dans la peau comme d'un acteur pour justement que quand le lecteur reçoive les mots que nous on a marqués, qu'il le perçoive avec l'émotion qui s'est imprégnée à ce moment-là. Voilà, donc moi je travaille comme ça, en éprouvant le sentiment pour qu'il soit perceptible de l'autre côté. Donc vous avez peur en écrivant ? Non, alors ça m'arrive, mais sur des scènes bien spécifiques où le but c'est de transmettre quelque chose à ce moment-là. Alors moi c'est un peu pareil, c'est-à-dire que quand j'écris une scène qui fait peur, je pars du principe que je mets tout ce qui peut faire peur. Après je vais un peu trier, mais effectivement il faut qu'il y ait, quand je relis, que j'ai vraiment le sentiment d'avoir peur. Donc je vais peut-être mettre des mots parfois plus forts que ceux qui sont restés dans Post-Mortem, mais je vais assez loin. Même s'il reste peut-être un peu du assez loin dans le livre, hein, je ne dis pas le contraire, mais en tout cas je vais assez loin, de façon effectivement à ce que ce soit bien marquant. Alors la base du thriller quand même, c'est la peur. Une des bases, ce sont les frissons, la peur. Dans les contes aussi d'ailleurs, hein, contes qui sont vraiment de véritables récits initiatiques, et tout le monde aime en général avoir des sensations, se faire peur, frissonner. Donc, mais elle ne doit pas être gratuite dans un roman, la peur. Il ne faut pas chercher absolument à faire peur. Il faut vraiment éprouver aussi cette émotion, c'est-à-dire que travailler avec authenticité. Et moi, je rejoins Claire, effectivement, en étant actrice de mes romans, mais également, évidemment, réalisatrice, scénariste. Et puis, à un moment donné, on va oublier aussi tout ça pour aller beaucoup plus dans le domaine de l'émotion et de l'intuition.
et des frissons. Et comment expliquez-vous qu'aujourd'hui, presque plus que jamais, on aime se faire peur? En fait, les livres, c'est un moyen de se faire peur sans se mettre en danger. Et alors, je sais pas, on vit dans un monde quand même qui est de moins en moins drôle, on va dire gentiment. Un monde qui paraît de plus en plus extrême sur certaines réactions. Genre pour une cigarette, on se retrouve mort. On prend le RER, on se prend un coup de hache. Enfin bon, c'est quand même un monde difficile dans lequel on vit. Alors que les livres, en fait, c'est peut-être un moyen. Alors, bon, c'est pas drôle non plus, mais de vivre ça en sécurité, en contrôlant justement les bornes de cette peur qu'on provoque et là qui est volontaire en fait, qui n'est pas subie par la société. Oui, tout à fait. Enfin, je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Claire, c'est-à-dire que il suffit de regarder le journal télé ou d'ouvrir un journal, tout fait peur. Il n'y a jamais rien qui est gai, qui est joyeux, tout fait peur. Alors, je ne sais pas, peut-être sur 30 minutes ou 40 minutes, il y en a 28 qui font peur ou 38 qui font peur, et il y a peut-être 2 minutes de entre guillemets, bonnes nouvelles. Après, c'est de la fiction, donc je pense qu'on a aussi envie, quand on lit, de retrouver, non pas de la peur, mais sous forme de fiction, qui est une forme d'évasion, en fait. En tout cas, moi, c'est comme ça que je lis des policiers, c'est dans ce sens-là, en tout cas, que je prends les choses. Alors effectivement, je rejoins tout à fait ce que disent mes deux camarades, mais il y a la distance qu'induit la fiction, heureusement. En revanche, je mettrais peut-être une nuance par rapport au fait d'être dans un certain confort en lisant de la fiction et en éprouvant cette peur sans se mettre en danger. Je pense qu'il y a le pouvoir des mots, pas seulement des images. Et les mots ont un pouvoir aussi bien bénéfique que néfaste. Et on peut toucher vraiment quelqu'un au cœur d'un mal-être aussi, de quelque chose. Et les lecteurs peuvent quelque part se mettre en danger. Évidemment pas autant que dans le RER avec un coup de hache, bien sûr, mais ils peuvent se mettre psychologiquement en danger en lisant certaines choses. C'est pas toujours anodin. Mais, malgré ça, on va quand même transcender tout ça. Et depuis petit, on aime avoir peur. Je pense que c'est une sorte de catharsis aussi, et qui relève toujours de ce chemin initiatique que nous offrent les contes et la littérature d'une façon générale. Vous l'avez écrit tel un conte, Noir comme l'orage? Un peu, oui. Comme d'ailleurs pas mal de mes autres romans, où il y a... Alors, tous les personnages ne relèvent pas de personnages de contes, mais il y a 1 ou 2 personnages qui vont se détacher et qui vont... Il n'y a absolument rien de fantastique, si ce n'est l'atmosphère qui va être étrange, qui va être effectivement la nature qui est très présente, un petit peu comme dans les contes, parce que vous n'avez pratiquement pas de contes qui se passent dans une ville, en réalité. Il y a de temps en temps des châteaux, évidemment, hantés ou habités par des princes maudits, et voilà. Mais ça se passe quand même la plupart du temps dans la nature. Vous parliez d'atmosphère. Justement, il ne suffit pas de dire il y a du brouillard pour qu'on ressente le brouillard, mais vos 3 romans sont des romans d'atmosphère. Comment on a créé l'atmosphère? Encore une fois, pour moi, c'est de vivre le livre, en fait. Donc, on voit, on le sent, on vit avec les personnages à côté de nous. Donc, l'atmosphère, c'est à tous les niveaux. C'est-à-dire que ça va être de suggérer un décor, ça va être de suggérer tout un environnement. Et puis, alors, pour moi aussi, ce qui est important, c'est d'avoir toujours des personnages auxquels le lecteur puisse s'identifier. Donc, à savoir, si je vous mets quelqu'un de super beau, qui a des super enfants, super bon à l'école, une femme magnifique, trop gentille et trop belle, je ne veux pas préjuger ou quoi que ce soit, mais je
peu de monde va se sentir concerné par cette vie-là, parce qu'on n'est pas comme ça. En fait, on a tous des enfants qui nous font hurler de temps en temps. On a tous. Et donc, plus le personnage va être proche de nous, et plus en fait le lecteur va pouvoir rentrer dans sa tête et s'identifier à lui, et on va pouvoir générer de l'empathie. Et pour moi, mon atmosphère, je pense, repose plus sur ce lien avec les personnages que sur un vrai décor, un vrai décor et un vrai environnement concret. Alors pour moi l'atmosphère d'un roman, c'est un personnage du roman en fait. C'est comme ça que moi j'ai perçu les choses. C'est-à-dire qu'effectivement ça nécessite de bien l'observer, de bien le décrire. Alors souvent, en tout cas moi dans le mien, il y a beaucoup de passages qui sont sur la nuit. Alors ça s'y prête sans doute plus facilement sur du polar, mais c'est important de bien observer cette atmosphère et d'en faire un personnage. De la même manière, bon, mon roman se passe à Paris. Pour moi, c'est un des personnages du roman. C'est pas forcément, bien sûr, c'est une ville, mais c'est un des personnages. En tout cas, pour moi, je l'ai perçu comme ça et je l'ai fait vivre comme ça. Alors, tout à fait. Je rejoins ce qui vient d'être dit. En plus, pour moi, l'atmosphère, déjà, c'est la part invisible du roman. C'est ce qui va envelopper d'étrangeté ou de noirceur. L'atmosphère sur un plan scientifique, physique, c'est ce qui permet aussi de respirer. Une planète sans atmosphère est une planète morte. Et justement, quand on dit une atmosphère irrespirable, bon, c'est un petit peu antinomique. Mais l'atmosphère d'un roman est tout ce qui va permettre aussi à l'histoire d'exister. Oui, vous parliez de Paris. Pourquoi avoir choisi de loger votre histoire en plein cœur de Paris? Alors d'abord parce que j'y habite. Ah. C'est simple comme réponse. Et puis pour être un peu plus, dire les choses, mon roman se passe en partie à Montmartre et j'habite à Montmartre. En fait, ça rejoint ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que ça part de beaucoup d'observations. Et c'était important pour moi, dans l'écriture, de faire de ce Montmartre ou de ce Paris au sens plus large, quelque chose de bien décrit. Donc décrit, pas décrit, mais décrire. Donc c'est pour ça que je l'ai fait dérouler là, en fait. C'était assez, peut-être par simplicité, mais en tout cas, c'était une bonne raison pour moi. Et vous, pourquoi Versailles? Notamment Versailles, d'ailleurs. Alors, c'est vraiment tout comme le précédent. En fait, c'était vraiment un hasard. C'était un choix d'église avec un porche, avec la Seine à côté, qui avait généré le choix de Chatou. Là, je cherchais un environnement assez proche de Paris, avec des ponts, puisque c'est la scène d'introduction du livre, avec des jardins familiaux. Donc c'est un peu en cherchant d'avoir ce cocktail en fait que j'ai trouvé ce secteur-là. Mais bon, c'est pas un endroit où j'habite, c'est pas. Et vous, pourquoi l'île de Ré, l'île d'Oléron? Alors justement, comme il s'agit de l'orage, j'ai regardé un petit peu en France où il y a le plus d'impact de foudre. Donc il y en a en Ardèche, par exemple, beaucoup. Auvergne aussi. Mais quelque chose me manquait dans cette dimension romanesque, même si ces paysages, évidemment, s'y prêtent. Mais en Charente-Maritime, justement, il y a la part et de terre et de mer, océan. Et donc, avec les tempêtes, avec toute cette vie, justement, cette part, là encore, de romanesque, puisque je fais référence aussi à ce qui était un de mes opéras préférés de Wagner, Le Vaisseau fantôme, puisque le personnage principal, j'aime pas trop dire, parce qu'ils sont tous un petit peu principaux, mais Max Fontaine, quelque part, c'est le Hollandais volant du vaisseau fantôme. Et il me fallait donc forcément une dimension maritime. En parlant de Maxence, justement, c'est un personnage très fort. Alors c'est un personnage qu'on dit transgenre, c'est ça? C'est le bon terme? Oui, alors j'ai pas du tout envie de surfer justement sur la vague un peu actuelle.
de certaines minorités, mais c'est très bien qu'il y ait une parole donnée. Bien sûr, c'est très bien d'évoluer là-dessus. Moi, Max, là encore, dans la dimension tragique et romanesque, il est transgenre pour une raison précise, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'il est né dans la mauvaise enveloppe, ce n'est pas cette souffrance-là, c'est en lien avec un autre personnage, et il va faire ça par amour. Alors là, j'ai eu aussi des remarques. Non, c'est pas possible de faire ça par amour. Mais bien sûr que si, c'est possible de faire ça par amour, parce que déjà la réalité dépasse souvent la fiction, et que Max, quelque part, je l'ai rencontré. Il ne s'appelait pas Max, mais j'ai rencontré cette personne qui était en train de transitionner, pas pour reconquérir quelqu'un, l'amour de sa vie, mais c'était un projet commun, c'était un projet à deux. Donc, c'est quand même par amour. Comment on crée un personnage aussi fort, d'ailleurs? Alors, j'ai envie de dire qu'on l'aide à naître, et ensuite, il grandit tout seul. Il se crée, lui aussi. Il se nourrit de toute l'atmosphère du roman, puisque c'est un petit peu le lait maternel du roman, l'atmosphère. Et il va prendre aussi toute sa dimension, son autonomie, et nous prendre par la main aussi souvent. Donc moi, il m'a appris énormément, et c'est peut-être pour ça que même au bout de 20 relectures, c'était douloureux à la fin de le quitter, et je versais toujours ma larme. C'est bon. Et vous, Claire, comment vous avez fait pour créer un personnage aussi fort que ces trois-là, ce Corinne, Alex et Jules? Parce que Jules, c'est un personnage très fort dans son... C'est vrai que les personnages, bon, comme je disais, moi, ce qui va être important, c'est de créer de l'empathie, de tellement bien les connaître qu'en fait, ils vont vivre à côté de moi pendant toute la phase d'écriture. Hein. Il y a du monde là-haut à la fin d'un livre. Et donc, ils sont tout le temps là. Moi, j'écris pas tant qu'en fait, je les connais pas sur le bout des doigts. Je sais comment ils vont réagir, je sais comment ils vont se comporter. Et donc, du coup... c'est vraiment en fait le fait de parfaitement les connaître. Après, comment on crée des personnages aussi forts, bah, c'est ça, c'est l'histoire en fait, c'est ce qu'on a envie de raconter, c'est de leur permettre d'aller aussi loin que notre imagination nous porte. Et c'est vrai que bon, moi j'ai beaucoup d'imagination, donc je peux les emmener très très loin. Et vous, Olivier? Blanche et Isabelle? Alors, moi, je veux dire, pour moi en tout cas, c'est un peu particulier, puisque moi j'ai rédigé Post-Mortem exclusivement le soir, parce que j'ai une profession à côté, donc j'y ai passé 2-3 heures tous les soirs pendant 4 ans. Donc moi, je les ai fait effectivement naître et pousser, mais il fallait que j'ai à peu près 5-10 minutes tous les soirs pour les réanimer, parce qu'évidemment, ils dormaient un petit peu la journée. Il fallait que je les réanime de façon à ce qu'ils reviennent dans l'histoire et que effectivement je complète leur personnalité. Moi, j'avais envie en tout cas que, comme les corps un peu mutilés de ceux qui sont trouvés dans le roman, ils soient un peu aussi estropiés dans leur esprit. Pour moi, il y avait une importance sur ça, qui n'est pas non pas un parallèle, mais qui est aussi quelque chose ils sont un peu fracassés dans leur tête sur certaines choses. Donc c'est pour ça que je les ai réanimés souvent dans ce sens-là en tout cas. Et j'ajouterais juste, par exemple, Max Fontaine, qui vit une histoire d'amitié extrêmement forte avec un autre personnage, qui est une sorte de montagne de générosité, qui s'appelle Bergerac. Eh bien, c'est Bergerac qui permet à Max de prendre toute sa dimension, son ampleur, et d'exister. Et inversement, c'est Max qui permet aussi à Bergerac de devenir ce qu'il devient au fil de l'histoire. Comment est-ce que vous écrivez? Parce que moi, quand je vous lis, j'ai l'impression qu'il y a un tableau de liège immense avec des fils rouges qu'on relie sur des punaises. Mais comment on fait? Bah, moi, je travaille sur plan, donc en fait, au moment où les idées commencent à arriver, je vais tout poser sur un papier, parce que je travaille aussi, la journée, donc en fait, le soir, quand j'écris, moi,
je perds pas ce temps à ranimer mes personnages parce que grâce à mon plan, en fait, ils restent vivants tout le temps en moi, en fait. Donc c'est vrai que je sais où je me suis arrêtée, je sais où je repars, et du coup, ce plan est assez détaillé moins sur l'aspect physique, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe physiquement, que sur l'aspect psychologique. Et pour moi, vu que c'est toujours la trame de mes romans, bah, du coup, je sais exactement où ils se sont arrêtés d'un point de vue psychologique et où je dois arriver à la fin du chapitre. Et c'est cette connaissance parfaite de mes personnages et de ce qui va arriver c'est comme ça que je travaille. Donc, par contre, j'insiste parce que quand on parle de plan, certains de nos petits collègues tombent dans les pommes. Un plan, pour moi, c'est pas quelque chose que je ne peux pas bouger. Si je découvre quelque chose en cours d'écriture, il est évident que je l'intègre à mon histoire. C'est pas quelque chose qui ne peut pas bouger d'une virgule. Au contraire. Alors, moi, j'ai pas forcément de plan, même si j'ai bien compris que ça peut bouger. En fait, moi, je travaille face à un mur sur lequel j'ai posé plein d'images, plein de mots, plus ou moins classés. Alors, ça ressemble un petit peu au tableau de Liège, mais sans être en Liège. Mais par exemple, ce sont des photos qu'on retrouve effectivement dans Post-Mortem. L'idée, c'était effectivement de pouvoir les décrire, de les avoir sous les yeux. Donc, j'avais tout un mur couvert. Alors, ça peut être des vignettes de BD, parce que je me suis dit, tiens, c'est pas mal d'utiliser cette vignette de BD. Ça peut être il y a une photo, peu importe. Donc, et moi, j'avais tout un mur couvert à la fois d'images, de photos et puis de mots qui permettaient effectivement de faire des liens entre ces différentes photos. Alors pour ma part, les petits billets, les petits post-it, ils sont un petit peu partout. En fait, dans la nature, sur des murs, sur des arbres, sur l'herbe, sur une pierre, voilà. Parce qu'en fait, ils sont là. Et le tableau en liège, il est là aussi. J'ai bien sûr les grandes lignes, une armature, mais je ne suis pas une obsessionnelle, comme certains de nos petits camarades, qui doivent contrôler, mais absolument tout, de la première à la dernière lettre d'un chapitre, par exemple. Je ne suis pas du tout comme ça. Je dois me surprendre moi-même aussi pour arriver à surprendre le lecteur. Et puis, je laisse quand même les personnages vivre, parce qu'ils doivent vraiment prendre cher. Je trouve, enfin, après, chacun a sa manière de travailler, mais moi, j'ai cette chance aussi d'être avec mes personnages et exclusivement avec eux, puisque c'est mon travail, c'est mon métier, et je ne les lâche pas. Mais j'imagine que vous aussi, même si vous avez une autre activité, vos personnages sont là, sur l'épaule, sur la tête ou dedans. Vous surprennent vos personnages ? Oui, bien sûr. Oui. Donc, est-ce que vous connaissez quand même la fin avant de démarrer l'écriture ou pas ? Moi, oui. Mais c'est vrai que moi, les phases de surprise, en fait, je les ai quand je crée mon plan, en fait. Mon plan, en fait, acte ce que j'ai découvert avant, en fait. Donc, c'est vrai que, oui, moi, je pars parce que j'ai quand même... j'ai une marque de fabrique au niveau psychologique, manipulation, et ça, je ne peux pas le découvrir en cours d'écriture, c'est impossible. Donc en fait, moi, tout est sous contrôle, effectivement, parce que ça me demanderait trop de travail de découvrir. Alors, je découvre des choses en cours d'écriture, je ne vais pas mentir, mais je ne peux pas fonctionner comme ça sur tout un roman, parce que ça demanderait trop de travail. Donc voilà, les choses principales, que je les ai découvertes au moment où j'ai créé mon plan, donc elles sont déjà intégrées dans l'écriture, en fait. Voilà. Et donc la fin, oui, je la connais. Alors moi je la connaissais pas du tout en commençant Post-Mortem. Je pense que la fin elle est plutôt venue aux 2/3 du roman. L'idée de la fin. Donc voilà, et après, effectivement, plus j'avançais, plus elle s'est affinée sur la fin qui est dans Post-Mortem. Mais je la connaissais pas au début du tout. Oui, alors pour Noir comme l'orage, je connaissais la fin, mais elle a été plus spectaculaire et plus surprenante que je ne l'aurais imaginé. Parce qu'à un moment donné, justement, cette fameuse autonomie des personnages,
va nous dépasser. Et ouais, on va en tout cas, ils me surprennent beaucoup, quoi. Parce que j'ai aussi une manière de travailler et d'écrire très visuelle. Quand j'écris, je suis dans un film. Je n'aurais pas pu, je pense, être réalisatrice vraiment de films, justement, de cinéma. Mais j'ai, on va dire, cette démarche dans l'écriture. Et je vois tout, mais sans forcément anticiper et puis dire, bon, ça sera comme ça sera comme ça. Donc, au détour, puisque c'est souvent dans la nature quand même, au détour d'un rocher, d'une montagne, d'un arbre, eh bien, j'y vais aussi avec la caméra, mais en étant moi-même un personnage aussi. Comment on fait pour mettre autant de rythme dans vos livres? Parce que vos livres, une fois qu'on les commence, on ne peut pas les lâcher. Alors, comment on fait? Comment on crée le rythme? Alors ça, c'est des recettes secrètes, en fait. C'est facile. Non, mais... Alors, si, qu'est-ce qu'il y a comme recette? Par exemple, le fait de changer de point de vue, d'avoir plein de personnages, et quand on change de point de vue, je trouve que ça donne plus de rythme que quand on est dans une seule tête, par exemple. C'est d'avoir effectivement une écriture très visuelle. Moi, par exemple, si vous me faites 3 pages de description de paysage, alors, en règle générale, en tant que lectrice, moi, vous m'avez perdu en cours de route, quoi. Donc, c'est vrai que moi, je suis l'auteur correspondant à la lectrice que je suis. Donc, pour moi, c'est action. Qu'est-ce qui se passe dans la tête du personnage, et le décor importe peu. Et pour moi, ça contribue au rythme, en fait. C'est-à-dire de ne pas avoir de perte de temps à découvrir le paysage. On vit tous en France, on a tous vu des séries américaines quand je fais mes livres aux États-Unis, et je me base plus sur cet imaginaire collectif. Et donc, du coup, ce qui va importer, c'est l'avancée psychologique des personnages, c'est l'avancée de l'intrigue. Pour moi, voilà, c'est comme ça que je construis pour que ça bouge. Alors, c'est un peu comme Claire, c'est-à-dire que pour moi, une action, elle doit être directe, sèche, dans son descriptif. Sinon, effectivement, s'il y a 5-6 lignes sur la couleur de la voiture, voilà, je vais effectivement moi-même passer les pages sur ce genre de livre. Donc voilà, alors c'est pas facile, je veux dire, c'est facile à dire, mais c'est assez difficile, parce qu'évidemment, quand on décrit un environnement, une atmosphère, un personnage, il faut aussi donner les éléments suffisants pour que dans la lecture, on puisse comprendre la suite du roman. Donc il faut savoir à la fois bien doser, mais il faut effectivement être sec. Moi, je suis un tout nouveau auteur, et on m'avait dit il faut toujours aller à l'os. Et donc c'est vrai que j'ai beaucoup écrit comme ça, mais c'est pas forcément non plus très facile, parce qu'encore une fois, il faut garder l'atmosphère du livre et puis et le sens des choses. Oui, là encore, je rejoins tout à fait Claire et Olivier, avec quand même ce côté, j'ai pas envie d'écrire un scénario non plus. Donc action-réaction, en effet, mais par exemple peut-être à la fin ou au début d'un chapitre, avec toujours cet environnement qui va déterminer aussi soit les événements, soit les actions des personnages. Donc il faut quand même, alors bien sûr, sans tomber dans 5 pages de description, pour moi en tout cas, cette atmosphère et ce cadre, cet environnement vont vraiment quand même être importants, et ça va être aussi la chair du roman. Parce que pour moi, ça me paraîtrait trop dépouillé, je ne sais pas trop. Alors, j'adore aussi l'écriture à l'os, bien sûr, mais on peut tout à fait écrire d'une certaine façon à l'os, en rendant de façon magistrale, et je pense à Sandrine Colette, les atmosphères, justement. En parlant des personnages, comment vous trouvez les prénoms des personnages? Est-ce qu'ils ont une importance ou pas? Alors oui, pour partie, ils ont eu, parce que c'est le prénom qui incarne un peu le personnage. Donc oui, maintenant, comment ça se trouve, moi généralement ça vient tout seul, quoi. C'est pas. Non, pour moi, c'est exactement la même chose que Claire, c'est que ça vient tout seul. En tout cas, moi, l'exercice est plus compliqué, c'est sur les noms, parce qu'effectivement, je trouve que en tout cas, moi, ça a été plus difficile.
Je voulais surtout pas passer du temps à chercher des noms, c'est-à-dire me prendre, si vous me permettez l'expression, la tête dessus, parce que je me suis dit on perd le sens des choses, c'est-à-dire donc c'est ça qui est plus difficile, je trouve. C'est plutôt les noms que les prénoms. Moi, les prénoms, ils sont venus d'un coup et puis ils sont restés. Oui, il peut y avoir une spontanéité, mais après, parfois, je peux chercher aussi des prénoms de mes personnages, comme des parents peuvent réfléchir aux prénoms de leurs enfants, comme ça, et parce que le prénom, je suis sensible en fait à la musique des mots, aux sonorités, et un prénom, je trouve, va en dire long sur la personnalité de quelqu'un et d'un personnage. Donc, pour ma part, par exemple, voilà, on m'a appelée Sonia. Ça vient de son, donc c'est slave, du mot russe, qui veut dire rêve. Donc Sonia, c'est la rêveuse, c'est la contemplative. Bon, voilà, je sais pas. Évidemment, ils m'ont appelée comme ça, j'étais nourrisson, donc ils ne pouvaient pas savoir que j'allais être rêveuse et très contemplative. Alors, est-ce que c'est justement mon prénom qui a agi en quelque sorte sur ma personnalité? Mais donc là, c'est effectivement pour les prénoms des personnages. Les noms, c'est une recherche également. Alors, il y a souvent des clins d'œil dans les noms. Des clins d'œil aux copains du polar, de préférence. Donc oui, ça souvent. Je m'en doutais de ça. C'est pour ça que je voulais savoir. Je me doutais qu'il y avait des petites références entre vous. Est-ce que c'est dur de tuer un personnage ? Alors, tuer un personnage, je dirais non, mais faire souffrir un personnage, c'est pas évident. Moi, par exemple, sur Serre-moi fort, j'ai fait quelque chose d'affreux à un de mes personnages, mais vraiment affreux. Et ça m'a quand même tiré du sommeil pendant 3 mois. La culpabilité me réveillait et mon personnage me disait « me fais pas ça, me fais pas ça ». Et ben, ça m'avait vraiment travaillé au corps d'une façon affreuse. Donc non, c'est pas facile en fait. Moi, j'ai pas éprouvé de difficulté. Il y a un des personnages principaux du livre côté policier qui lui arrive quelque chose, et puis effectivement un personnage de l'autre côté qui se fait abattre. J'ai pas trouvé ça compliqué à écrire en tout cas. Pour moi, il n'y a pas eu de difficultés particulières du tout. Non. Ça peut effectivement être difficile, déchirant. Ça donne aussi une dimension dramatique. Peut-être quelque chose d'encore plus fort, plus intense. Dans un de mes romans, évidemment je ne vais pas dire lequel, mais j'ai tué le personnage principal. Mais pas seulement. Voilà, la scène finale est vraiment très dure, mais bon, je m'appelle pas Karine Gibel, dont j'aime beaucoup les romans de Morand, mais alors elle, sans problème, quoi. C'est même sa marque de fabrique, hein, quelque part, de tuer ses personnages. Je me demande quand même comment elle fait. Pour moi, ce serait très très dur hein, d'en tuer autant. Mais là, c'est vrai que ça a été, je pense, un coup aussi au lecteur. Parce que j'ai eu des retours. Hein. Ah oui, les lecteurs, si on touche, j'ai remarqué quand même au personnage, bon, il y a eu Misery quand même hein, là-dessus, si on touche au personnage auquel ils se sont attachés, c'est assez difficile. Comment ? Mais vous avez osé ? D'accord, mais je vais réécrire en fait le livre, et puis je vais le laisser en vie, promis, promis. Ne me séquestrez pas. Dans notre période, on est arrivé à un tel niveau de sophistication. Ouh là là, des fins de journée, j'ai du mal. On a atteint un tel niveau de sophistication dans les polars que est-ce qu'il faut aussi maintenant regarder du point de vue social quand on écrit ? Moi, j'ai des thématiques très différentes, hein, c'est-à-dire que effectivement, moi, j'ai on va dire du plus psychologique, j'ai du plus famille, j'ai du plus tueur en série, thriller pur et dur, et puis j'en ai 2 qui sont plus basés en France, qui s'appellent De Nulle Part et puis Inexorable, qui eux, en fait, alors il y a un libraire, il a inventé le terme, c'est du thriller social, en fait. C'est-à-dire que c'est comment dire, les défaillances du système dans lequel nous on vit, puisque ça se passe en France, qui génère la partie thriller, en fait. C'est quand un système ne marche pas, il y a des conséquences pour
pour les individus. Donc Inexorable, c'est pour les enfants différents au sein de l'école. Et De Nulle Part, c'est pour les enfants pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Mais voilà, donc oui, effectivement, moi c'est plus une histoire d'avoir envie de travailler des sujets différents. Après, je suis pas une indignée permanente, donc je vais pas le faire tout le temps. Mais si j'ai un sujet, une envie de travailler un thème, là oui, je me tourne vers le côté social. Alors moi je ne suis pas du tout comme mes 2 camarades, puisque moi c'est mon premier et mon seul livre publié, donc je peux pas dire j'en ai un qui ci, un qui ça. Donc voilà, donc moi j'ai écrit une enquête policière. Voilà, j'ai pas cherché à aller au-delà et pour l'instant je n'en suis que là. Voilà. Alors moi, ok, j'ai des thématiques, mais avant tout, le thriller, c'est de la littérature. On a longtemps dit que c'était de gare, mais non, c'est de la littérature à part entière. Et dans la littérature, eh bien, il y a tout. Moi, dans le thriller, par exemple, je trouve le roman gothique, parce que en tant que lectrice, vieille lectrice, j'ai lu pas mal de genres, en fait, de littérature, puisqu'on parle quand même de genre. Et dans le thriller, je retrouve autant les contes, justement, que la littérature romantique, gothique, horrifique aussi. Parfois, on flirte avec l'horreur, on tombe pas quand même dans l'horreur, mais c'est pas loin. Avec le sociétal, politique. Donc, c'est la littérature, tout simplement, quoi. Et c'est notre liberté. Vous avez raison, c'est vrai que c'est la littérature. J'ai une question. Est-ce que vous arrivez à lire pendant que vous écrivez? Et si oui, qu'est-ce que vous lisiez pendant que vous écriviez? Moi, ça me gêne pas. Oui, je lis. Ça fait quand même 1 ou 2 ans que je lis plus trop de polars. Là, je suis plus sur de l'heroic fantasy, du young adulte, des dystopies, des choses comme ça. Je pense que j'ai fait un peu une overdose. Parce que quand on fait des salons, on rencontre des copains, des salins, c'est la synthèse. Et donc, en fait, on sympathise, on achète des livres, et puis du polar. Et je pense que je suis arrivée à un moment où j'avais besoin de lire un peu autre chose. Mais ça m'a jamais gêné, même de lire un polar pendant que j'écris un polar. Alors moi non plus, ça ne me gêne pas du tout de lire pendant l'écriture. À la différence peut-être de Claire, moi je lis beaucoup de polars, donc voilà. Mais ça ne me gêne pas du tout. En tout cas, ça perturbe pas du tout le travail que je fais. En tout cas, je ne crois pas dire que ça l'influence. Donc c'est vraiment pour moi 2 choses très différentes. Parce que voilà. Alors, je passe par différentes étapes, moi. Je lis des essais. Quand justement j'ai envie de me sortir de cet univers toujours quand même sombre, de la littérature blanche aussi. Je lis plusieurs livres en même temps, selon mon état du moment. Avant, je ne pouvais pas du tout. Il fallait que j'étais monomaniaque, il fallait que je lise c'était un seul livre. Et bien depuis que j'écris, je lis un petit peu comme ça, je reprends. Et alors, vraiment, c'est variable au moment de l'écriture. Parfois, je peux lire quand j'écris. Je peux tout à fait lire. Et quand je suis dans une phase de doute, parce qu'en tant qu'artiste et créateur, etc., évidemment, un de notre moteur, je veux dire, c'est le doute quand même. Mais là, si je lis un roman qui est fort, qui est, effectivement, dont le style va me parler, à la fois, je peux être portée, mais je dois aussi faire attention à ne pas me laisser influencer. Et aussi me dire, quelques petits moments de découragement, me dire, ouais, non mais... Ça c'est génial, mais voilà, pourquoi j'ai pas eu cette idée-là? Mais ça m'a rassurée parce que Bernard Minier, quand on en discutait, eh bien, il m'a dit exactement la même chose. Quand il lit ses pairs, il dit ah mais je suis jaloux. Pourquoi j'ai pas trouvé ça, quoi. Voilà, donc ça va. Merci. Est-ce que vous avez des questions dans le public parce qu'on a un micro qu'on peut passer? Donc n'hésitez pas. Non, personne? Bon, moi, je vais poser encore mes petites questions, puisque c'est comme ça. Est-ce qu'il y a des livres qui vous ont influencé? Moi, Maxime Chatham, la première trilogie, de façon certaine, Caleb Carr, l'aliéniste,
Donc voilà, on va dire, c'est mes 3 livres que vraiment Maxime Chatham, en fait, quand il travaillait à la base tout près de mon travail, et je suis persuadée que je lui ai acheté des livres à cette époque-là. Et donc c'est quand même un peu mon modèle, ouais, parce que le fait d'avoir un métier, on va dire, normal, et puis de passer à son stade, voilà, moi c'est plutôt lui. Moi, je dirais qu'il y a 3 auteurs qui ont un peu influencé les choses. Il y a Pierre Lemaitre sur sa partie polar, Olivier Norek, et puis le 3e, c'est Alexandre Dumas, donc ils n'ont rien à voir. Mais c'est vrai que voilà, je trouve que même si c'est très épais des Alexandre Dumas, mais pour moi, en tout cas, une fois que je suis dedans, je suis au milieu avec D'Artagnan et je pars avec eux. Voilà. Donc ils m'embarquent, et donc c'est vrai que ça m'a toujours embarqué, ces livres-là. Eh bien, bon, c'est les romantiques. Chateaubriand, Mémoire d'outre-tombe, entre autres. Le roman gothique, Marie Shelley, donc avec Frankenstein ou Prométhée moderne. Enfin, c'est un monument. Pour moi, c'est Edgar Poe aussi. Maupassant. Bon, ça, c'est les classiques, on va dire, mais qui sont éternels. Et de façon, dans la littérature un peu plus contemporaine, et thriller notamment, R.J. Ellory, Seul le silence, et puis Yal Ayardal, Transparence, avec un personnage féminin de fou, et puis Michael Connelly, ouais, ça a été un peu... Mais vraiment, Seul le silence, je pense que ça a été... Et puis voilà, j'ai lu aussi Jean-Christophe Granger, à l'époque, voilà, même si j'ai décroché maintenant. Bien, merci à vous, puis merci à tous les 3 de vous être prêtés. Merci beaucoup.